Bienvenue dans l'émission Passerelle sur Radio Occitania. Donc vous êtes responsable du laboratoire de la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, le seul laboratoire indépendant, et qui vous êtes venu donc mesurer à la demande de l'équipe de France 5, enfin, et plus particulièrement du journaliste et réalisateur Martin Boudot. Vous êtes venu faire un tour du côté de Narbonne. Mais avant, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qu'est la CRIRAD ? Alors d'abord, je ne sais pas si la CRIRAD est le seul laboratoire indépendant. En tout cas, la CRIRAD est un laboratoire indépendant, ça c'est sûr, qui est... Le laboratoire de la CRIRAD est géré par l'association CRIRAD. L'association CRIRAD a été créée en 1986 à cause de la catastrophe de Tchernobyl et de l'incapacité des autorités françaises à nous donner une information sérieuse et à nous protéger par rapport aux retombées radioactives qui ont été dans certaines parties du territoire français vraiment intenses et qui auraient justifié la mise en œuvre de mesures de protection sanitaire, ce qui n'a pas été fait. Donc ce groupe de citoyens qui a créé la CRIRAD a souhaité que la CRIRAD dispose de son propre laboratoire d'analyse. Et donc nous avons dans le labo une équipe d'ingénieurs, chercheurs, techniciens pour faire des prélèvements d'échantillons de l'environnement et des analyses de radioactivité, et bien sûr ensuite interpréter les résultats. D'accord. Et donc vous avez été sollicité par Martin Boudot de Vert de Rage, donc pour France 5, et dont l'excellent documentaire L'uranium de la colère sera diffusé ce soir sur France 5, donc à 21h. Et vous avez, je pense, aussi fourni du matériel pour la mesure de la radioactivité quand ils sont partis au Niger. Donc Martin Boudot nous a contactés bien en amont de la réalisation de son documentaire qui porte sur les problèmes de pollution radioactive, vous l'avez dit, au niveau des mines d'uranium du Niger et au niveau du site de conversion d'uranium de Malvézy près de Narbonne. Et notre rôle dans ce documentaire a été à plusieurs niveaux, donner des conseils sur les personnes à contacter. En particulier, on a mis Martin Boudot en contact avec Al-Mustafa Al-Hassen, le président d'une ONG qui est basée à Arlit et avec lequel on travaille depuis 20 ans maintenant, et des conseils aussi sur la stratégie scientifique. Quoi prélever, comment le prélever, qu'analyser dedans, quel type de substances radioactives rechercher. Donc on a ensuite géré les analyses au laboratoire de la CRIRAD, soit en direct, soit en sous-traitance pour certains paramètres. Et puis on a contribué évidemment à l'interprétation scientifique des résultats. Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans ces deux dossiers, en fait, la CRIRAD est elle-même un lanceur d'alerte sur la pollution au Niger par les mines d'uranium d'une part. Et sur l'impact du site de Malvézy, elle est lanceur d'alerte sur ces dossiers depuis 20 ans pour le Niger et 16 ans pratiquement pour la situation à Malvézy. Et on espère que le documentaire de Martin Boudot va remettre un peu d'actualité sur ces dossiers qui sont vraiment très importants en termes d'impact radiologique pour l'environnement et pour les salariés de ces différentes entreprises. Pour les salariés, voire les riverains aussi. Et puis, il y a forcément, notamment sur le site de Narbonne, non seulement du stockage, mais transformation d'uranium et donc aussi rejet de déchets. Bien sûr, si on résume un petit peu les connaissances qu'on a pu accumuler à la CRIRAD depuis... disons entre 10 et 20 ans sur Malvézy, on a découvert des choses vraiment graves. Par exemple, lors de la rupture de digue de 2004, une digue qui retenait des boues solides radioactives. Ces boues se sont répandues dans la plaine. Et les prélèvements qu'on a pu faire avec des riverains nous ont permis de démontrer que ces boues étaient vraiment notablement radioactives avec présence de plutonium. Ça, les gens ne le savaient pas. Parce qu'on leur disait usine d'uranium, oui, sauf que cet uranium a été parfois de l'uranium de retraitement qui contient du plutonium. Ensuite, on a montré, et Martin Boudot le redécouvre dans son documentaire, la radioactivité tout à fait importante dans l'environnement extérieur au site à cause des radiations émises par les concentrés d'uranium qui sont dans le parc à fûts. Et lorsque nous sommes intervenus, de mémoire, je crois que c'était en 2006, nous avons aidé les riverains qui habitaient juste à côté à prendre conscience des risques auxquels ils étaient soumis, ce qui a forcé à l'époque Comurex Areva
à leur racheter leur terrain. Et aujourd'hui, ces riverains ne sont plus exposés aux radiations puisqu'ils n'habitent plus sur place. Et Areva a même entreposé encore plus d'uranium et les niveaux de radiation, malheureusement d'ailleurs, ont encore augmenté ces dernières années à la clôture par rapport à ce qu'ils étaient il y a une dizaine d'années. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce site de Malvézy manipule une matière radioactive qui est l'uranium. Donc, l'uranium est, peut-être qu'il est naturel, oui, mais il est radioactif et il présente des dangers. Et évidemment, cette usine a un impact sur l'environnement. Elle produit des rejets radioactifs d'uranium en particulier à l'atmosphère. Et on travaille beaucoup, la CRIRAD, depuis 2 ans, à soutenir scientifiquement un comité, un collectif qui s'est créé autour de ce site de Malvézy. Ce comité s'appelle Vigilance Malvézy. C'est une initiative d'associations locales, Greenpeace, SDN 11, ADN 34, mais avec des militants d'autres associations. Par exemple, certains sont membres d'ECLA, d'autres de TCNA. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de les former pour qu'ils puissent eux-mêmes, et ils le font, faire des prélèvements d'échantillons. Et c'est ainsi qu'avec eux, avec ce collectif Vigilance Malvézy, nous avons pu montrer par 16 prélèvements de feuilles de cyprès qu'on détecte un excès d'uranium aussi bien à l'est du site qu'à l'ouest du site, et pour l'est, sous les vents, largement au-delà d'1 kilomètre. Et puis, les bénévoles ont pu faire d'autres mesures au compteur Gégère pour vérifier justement qu'effectivement, le niveau de radioactivité est important à l'extérieur du site, y compris à plusieurs dizaines de mètres dans l'environnement, parce qu'il y a les radiations émises par les concentrés uranifères, des radiations suffisamment puissantes pour traverser le métal des fûts et ensuite se diffuser autour dans l'environnement. Donc une partie de ces réalités sont exposées dans le documentaire de Martin Boudot. Donc excellent documentaire qui sera diffusé ce soir sur France 5 à 21h et qui s'appelle L'uranium de la colère. Mais justement, et a priori pas loin du site, il y a aussi un ruisseau ou une rivière qui passe et donc il doit y avoir sans doute des rejets, enfin des déchets qui sont déversés qui peuvent être amenés jusqu'à la Méditerranée. Oui, effectivement, dans les impacts, on a parlé de ce qui était par voie atmosphérique, il y a aussi un impact pour le milieu aquatique à au moins 2 niveaux. D'abord, une contamination vraiment très importante des eaux souterraines, en particulier par l'uranium, mais pas seulement, sous le site de Malvézy. Alors, plutôt à l'intérieur des limites périmétriques du site, mais enfin, la nappe phréatique, les eaux souterraines, ça concerne quand même tout le monde. Et puis ensuite, comme vous l'avez dit, il y a des rejets autorisés dans le canal de Torrent. Et effectivement, quand on fait des prélèvements de sédiments dans ce canal, on observe plus d'uranium que le niveau naturel, et c'est logique puisqu'il y a des rejets d'uranium. Donc c'est quand même inquiétant pour les riverains, pour les habitants, voire pour les personnes qui résident de temps en temps dans cet environnement-là. Alors il y a peut-être des questions dans le studio, puisque dans le studio, notamment Céline Cardin, qui est porte-parole Europe Écologie Les Verts, mais aussi une personne qui s'intéresse à la culture, mais dans tout l'essence du terme, et donc qui pourrait aussi intervenir. Des questions, des observations? Noémie, Céline? J'ai pas de questions, mais effectivement j'ai des observations. D'abord, il faut savoir que l'eau de ce canal se jette dans la Méditerranée. N'hésitez pas à aller vous baigner cet été à Gruissan. Et ensuite, je voulais rebondir sur ce que monsieur vient de dire et sur le travail de la CRIRAD. Parce que ça correspond un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est à la société civile de s'organiser pour faire le suivi que les industriels et l'État ne fait pas. C'est-à-dire qu'en fait, la société civile doit alerter, faire des mesures, éloigner les populations, alerter les populations locales
pour pousser enfin à agir. Donc ça relève de beaucoup du manque d'informations et de suivi et d'études sanitaires, d'études environnementales que je dénonçais tout à l'heure, et sur le problème de fait démocratique. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que ce soit des associations qui agissent pour pousser à avoir ce débat démocratique, pour pousser à agir, à racheter des terres, à éloigner les populations, à faire des mesures. En fait, c'est un problème démocratique de s'imaginer que ce n'est pas fait d'office en notre nom. Que nous vivons dans un pays démocratique, mais qu'en fait notre santé, notre suivi sanitaire, notre suivi environnemental n'est pas un droit. C'est un droit constitutionnel, normalement, mais qu'en fait il n'est pas mis en œuvre. Nous avons un droit à un environnement sain, c'est dans la Charte de l'environnement, intégré à la Constitution française. Bruno Charéron, une réaction par rapport à... Oui, je voudrais rebondir là-dessus. Je suis tout à fait d'accord, et c'est quelque chose qui est profondément d'ailleurs choquant de voir à quel point il est vital que les associations, donc indépendantes, que les citoyens se mettent à travailler sur ces dossiers d'impact. Là, je parle de ce que je connais mieux, la radioactivité, donc en l'occurrence d'impact radioactif. Si on prend le cas de Malvézy, il faut voir que pendant des décennies, le discours officiel des dirigeants de Malvézy a été de dire l'uranium c'est naturel. Il y a même eu à une époque des phrases du type l'uranium c'est pas radioactif. Vous imaginez donc le niveau de désinformation pour les salariés. Il faut penser d'abord aux salariés qui sont exposés à cette radioactivité et évidemment pour les riverains. Et quand on a vu les niveaux de contamination des boues qui se sont répandus dans la plaine en 2004, et que la personne, l'habitante qui habitait juste à côté, avec laquelle on a beaucoup travaillé, nous a dit que lors de cet incident de dispersion de boue, un technicien, disons, de l'exploitant d'Areva était venu leur dire que c'était pas grave, ça contenait beaucoup de nitrates et c'était donc bon pour mettre dans les jardins pour les pommes de terre. C'est vrai que ça contient beaucoup de nitrates, ces boues, puisque c'est une substance qui est utilisée dans le process chimique de purification-conversion de l'uranium. Mais alors par contre, quand on voit les niveaux d'activité en uranium, en radium, en polonium, en plutonium, en américium, là, c'est plus de la désinformation, c'est vraiment du mensonge. Et c'est ça qui est le plus révoltant dans tous ces dossiers, c'est de voir à quel point les responsables mentent. En tout cas, alors, je ne sais pas si c'est le bon mot, mentent, parce que mentir, ça veut dire qu'on sait la vérité et qu'on fait exprès de mentir. Alors en tout cas, je vais dire désinforme les gens. Donc, si on veut limiter l'impact sur les salariés, sur les riverains d'installations radioactives, la première chose à faire, c'est au moins de les informer. Si vous avez un cariste, par exemple, qui travaille sur le parc à fûts, et qu'on ne lui a pas dit que les fûts étaient radioactifs et émettaient des radiations, et qu'on lui donne un dosimètre et qu'à la fin, on lui dit que le dosimètre a des valeurs tout à fait banales et normales et que c'est pas grave, il n'aura pas la notion que c'est pas la peine de rester trop près de ces fûts, qu'il va être exposé à des radiations. Alors, je veux pas être non plus trop inquiétant. À Malvézy, on est dans le domaine de ce qu'on appelle les faibles doses. Donc les travailleurs, les riverains, ne vont pas tomber comme des mouches. Mais il ne faut pas tenir le discours inverse non plus. L'impact radiologique de ce site n'est pas négligeable. C'est un des sites en France qui présente les taux de radiation à la clôture parmi les plus importants. Et donc lorsque très régulièrement les dirigeants du site disent dans les médias « notre site n'a aucun impact sanitaire », ça c'est un non-sens scientifique. En fait, ils disent juste « notre site ». La vérité, c'est que notre site a un impact radiologique, mais qui serait en dessous de certaines normes. On peut en discuter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces normes ne veulent pas dire, même en les respectant, qu'il n'y a pas d'impact sanitaire, mais simplement que, d'après les connaissances actuelles, cet impact sanitaire resterait dans des niveaux acceptables. C'est-à-dire que le nombre de cancers induits par l'activité resterait en nombre acceptable socialement. Mais ça ne veut pas dire zéro impact. Et donc là aussi, il y a beaucoup de désinformation par rapport au vocabulaire. Je voudrais rappeler une chose, c'est que quand nous avons fait les mesures de radiation à la clôture en 2006 et que nous avons montré des niveaux de radiation tout à fait importants, détectables jusqu'à plus de 200 mètres de distance de la clôture, et que nous avons présenté ces résultats à la commission locale d'information, nous avons découvert qu'en fait, avant notre intervention,
Les tableaux qui étaient présentés par Areva indiquaient 0, 0, 0, pas de radioactivité à la clôture, et qu'après notre intervention relayée par les médias, à la commission locale d'information suivante, Areva a présenté des tableaux où il y avait enfin des vrais chiffres. Alors maintenant, le combat suivant, c'est est-ce que tout ça a un impact sanitaire ? Nous pensons que oui. Les populations, les travailleurs et les populations qui vivent autour de sites sont exposés à une radiation qui ne serait pas là s'il n'y avait pas cette usine. Et comme toute dose de radiation augmente les risques, forcément que cette installation a un impact sur ces travailleurs d'une part et sur les riverains, et qu'il faut tout faire pour que les rejets soient les plus faibles possibles, que ce soit les rejets radioactifs et chimiques, que ce soit dans l'atmosphère ou que ce soit dans le canal de Torrent, tout faire pour trouver une solution pour confiner à très long terme les déchets radioactifs solides qui sont sur le site et qui ne sont pas totalement confinés. Une partie a été regroupée dans une installation qui s'appelle Écrin. Dans l'industrie nucléaire, il y a toujours des communicants très doués pour donner des noms charmants à des installations qui ne le sont pas. Mais cette installation Écrin ne permet pas un confinement complet. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la radioactivité qui passe par-dessous, et donc Orano aujourd'hui est obligé de pomper les eaux qui sont autour de cette installation pour les réinjecter dans le système de traitement. Donc ce n'est pas étanche, et personne, à ma connaissance, n'a de solution opérationnelle aujourd'hui pour déterminer comment Areva, Orano, va gérer les déchets solides, liquides d'ailleurs, et solides qu'elle a produits depuis des décennies et qui ne sont pas correctement confinés compte tenu de leur durée de vie. La période de l'uranium, c'est 4,5 milliards d'années. Oui, donc c'est pas une mince affaire, mais là, dans cette configuration-là, il faudrait qu'aussi, entre autres, la municipalité de Narbonne, mais pas que les municipalités autour, voire le département, voire la région, voire l'État, demandent des comptes à Orano, donc ex-Areva. Parce qu'on a l'impression que, parce que le mouvement associatif, certes, et heureusement qu'il y a ce mouvement de citoyennes et de citoyens, mais ce sont avec des moyens qui sont limités. Et on voit bien aussi que dans des batailles menées au niveau de la justice, certains grands groupes font tout pour faire appel et encore des appels jusqu'en cassation, enfin, ou pas en cassation, ça dépend des instances, mais pour finalement à la fois épuiser les troupes et les finances de celles et ceux qui demandent la vérité, que des choses soient entreprises au fond et qu'on change un petit peu de définition et de paradigme. Oui, bien sûr. C'est très très important de soutenir les initiatives citoyennes, les initiatives que portent par exemple d'ailleurs toutes les associations de la région qui s'occupent de ces questions, l'initiative de ce collectif qui s'appelle Vigilance Malvésie, parce que pour faire un travail soigné, sérieux, il faut des moyens financiers pour analyser les échantillons, pour faire un travail scientifique, c'est évident, et qu'on a besoin de ressources financières pour faire ce travail. Il ne s'agit pas d'ailleurs, que ce soit la CRIRAD ou le collectif Vigilance Malvésie, de se substituer aux autorités, à l'industriel. Mais il s'agit d'avoir une capacité de maintenir la pression sur l'industriel, sur les autorités de surveillance de l'État, pour s'assurer que l'impact du site reste le plus faible possible. Et on arrive quand même à des victoires. Alors c'est très laborieux, mais le fait que nous ayons réussi, la CRIRAD, donc là ça date de 2006, en maintenant une forte pression à faire en sorte que, pression médiatique je parle, à faire en sorte que finalement Areva se trouve dans l'obligation de permettre aux riverains les plus proches, je parle à la clôture nord, de pouvoir déménager ailleurs, c'est important. Le fait qu'on ait pu démontrer la dangerosité des boues, ça a contribué, je pense, à ce que cette installation soit ensuite classée comme installation nucléaire de base. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance de l'État et de l'ASN
que c'est un site qui présente des dangers radiologiques forts. C'est pas juste une usine qui ne serait qu'une usine chimique. Elle présente des dangers par rapport à la problématique chimique, ça c'est sûr, mais en plus s'y rajoute la problématique de la radioactivité. Et c'est clair que de ce point de vue, si les collectivités locales, territoriales, soutenaient un peu plus, y compris financièrement, l'existence de contrôles indépendants, évidemment, ça nous donnerait beaucoup plus de capacité de démontrer la réalité, ça c'est sûr. Alors justement, Bruno Charéron, je rappelle que vous êtes responsable du laboratoire de la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, CRIRAD. Des citoyennes et des citoyens lambda peuvent soutenir l'association en adhérant. Alors, bien sûr, ils peuvent soutenir l'association CRIRAD en adhérant. Nous avons un site internet, vous trouverez comment adhérer dessus, www.crirad.org. La CRIRAD intervenant sur les problèmes de radioactivité à l'échelle de l'ensemble du territoire français et même au-delà. Les citoyens peuvent adhérer aussi aux associations locales qui sont nombreuses dans la zone de Narbonne et qui font un travail vraiment remarquable. Céline, tu voulais... Oui, je veux rebondir parce qu'il y a beaucoup de choses qui me font réagir dans ce que vous dites. Donc pas du tout pour aller contre vous, mais bien au contraire pour asseoir ces idées. Et je voulais aller aussi sur le fait que tout ce que vient de décrire la CRIRAD, c'est un peu un symptôme du droit de l'environnement en général. Voilà, en dehors d'être engagée à Europe Écologie Les Verts, je suis juriste en droit de l'environnement. Et il se trouve que je trouve que ce qui vient d'être décrit est typique du droit de l'environnement, qui est un droit, en fait, un peu spécifique dans notre système juridique. Parce que monsieur parle du fait qu'il y a besoin de moyens financiers pour faire des contrôles indépendants qui n'ont pas vocation à se substituer aux autorités, mais bien à aller le poil à gratter pour obliger les autorités à agir. Et ça, c'est une des grandes spécificités de notre droit de l'environnement. On n'imagine pas que l'État français dise à des collectifs d'associations ou à des associations, écoutez, prouvez-moi qu'il y a un trafic de drogue, et quand vous aurez les preuves, eh bien, nous pourrons peut-être éventuellement mener une enquête pour agir. Prouvez-moi qu'il y a des accidents de la route et que le code de la route n'est pas suffisamment respecté, et quand vous aurez démontré, grâce à des contrôles indépendants, qu'il y a des excès de vitesse sur les autoroutes et dans nos routes, dans nos rues, alors nous pourrons commencer à agir. En fait, c'est inimaginable dans une autre série de droits. Par contre, en droit de l'environnement, on considère qu'a priori, il n'y a pas de problème, qu'on a mis des normes et que c'est à la société civile, au milieu associatif, de s'organiser pour démontrer qu'on a besoin de contrôle indépendant. Et ça, c'est vraiment une de nos spécificités. C'est une des spécificités qui explique aussi qu'il y a une forte judiciarisation du droit de l'environnement, qu'il y a beaucoup de collectifs, d'associations qui maintenant font appel à la justice pour faire respecter les lois. Et qu'en fait, ce n'est pas l'État qui s'assure de faire respecter les droits en droit de l'environnement, mais on a besoin d'agir en justice pour le faire. Voilà, c'est l'affaire du siècle, c'est localement toutes les histoires de rétention d'eau. Voilà, et des barrages et moult contentieux locaux. Et ça, je trouve que quand même, c'est très interrogeant parce que ça interroge l'impact sur notre environnement à tous, à long terme, et sur notre santé. Donc je pense que là, vraiment, il y a une vraie spécificité du droit de l'environnement où on est obligé de demander à l'État d'agir, d'appliquer le propre droit qu'il produit. Et notamment, moi, ça m'a d'autant plus frappé que dernièrement, dans la dernière politique agricole commune, c'est aussi un peu ce qu'on a adopté. À nouveau, en droit de l'environnement, on a dit on a placé des normes, mais ça sera à la société civile de les contrôler et d'agir en justice si elle voit que les agriculteurs ne les appliquent pas. En fait, ça veut dire qu'on n'a pas de mécanisme de contrôle et qu'on renvoie de plus en plus sur la société civile et sa capacité à s'organiser. Donc voilà, merci à la CRIRAD de faire ces contrôles indépendants. Et je pense que c'est un symptôme grave d'un déni de capacité à mettre en œuvre le droit de l'environnement. Bruno Charéron, une réaction par rapport à ce que vient de dire Céline Cardin ?
d'accord à 100% et merci pour vos encouragements. Et vraiment, ce besoin de contrôle indépendant, on le voit, mais d'une manière criante aussi au Niger. Il faut quand même rappeler, et vous le verrez ce soir dans le documentaire, que au Niger, ça fait 20 ans qu'on se bat, la CRIRAD, avec l'ONG locale, Aguirinman, et nous avons démontré des choses qui sont vraiment très graves. Par exemple, dans le documentaire de Martin Boudot, on voit qu'il découvre de nouveau des ferrailles radioactives sur le marché de la zone Arlit-Akokan, là-bas au Niger. C'est quelque chose que nous avons dénoncé, constaté et dénoncé déjà, vous vous rendez compte, en 2003. Ça veut dire que ça fait pratiquement, presque 20 ans que l'existence de ferrailles radioactives sur les marchés d'Arlit est connue. Que des gens construisent leurs maisons à Arlit, à Akokan, avec des ferrailles radioactives qui peuvent leur servir de poutre pour le toit, mais qui peuvent être réutilisées potentiellement pour fabriquer des ustensiles de cuisine. Eh bien, cette réalité, elle n'est pas prise en compte suffisamment par les exploitants et par les autorités de surveillance locales. Donc c'est absolument anormal. Et ce qui est vraiment assez épuisant, en tout cas, je parle peut-être à mon nom personnel, au niveau de la CRIRAD, c'est de voir l'énergie qu'il faut déployer, et je pense en particulier aux associations qui sont dans des pays comme le Niger, qui ont vraiment des moyens dérisoires, l'énergie qu'il faut déployer pour simplement faire reconnaître des choses qui sont réelles, c'est la réalité. Et face à ça, on se trouve face à des rouleaux compresseurs extrêmement puissants, des multinationales, qui ont des services de communication très bien rodés, qui ont un pouvoir qui est invraisemblable. Il faut absolument développer le contrôle citoyen. C'est vital si on veut éviter des atteintes à l'environnement et à la santé disproportionnées.